On vous a dit que vivre jusqu'à 100 ans était une question de chance génétique, que les traitements de longévité étaient réservés aux milliardaires ayant accès à des médecins privés et des cliniques expérimentales, que prolonger sa vie en bonne santé relevait de la science-fiction. On vous ment. Pendant que la Silicon Valley dépense des milliards à la recherche de molécules de longévité en laboratoire, il existe une île où des gens ordinaires, agriculteurs, pêcheurs et commerçants, vivent régulièrement au-delà de 100 ans. Pas seulement 10 personnes sur 100 000, comme dans la plupart des pays industrialisés. Okinawa, au Japon. C'est un endroit où vous avez 8 fois moins de risques de mourir d'une crise cardiaque, 7 fois moins de risques de développer un cancer, et où les gens restent autonomes jusqu'à 95 ans. Non pas parqués dans des maisons de retraite, mais bien vivants. Et ils n'y parviennent pas grâce à la thérapie génique ou aux injections de cellules souches. Ils y parviennent grâce à 5 plantes, 5 aliments modestes qui ont poussé dans un sol ravagé par les typhons et dans les eaux peu profondes de l'océan. Mais voici le scandale. Chacune de ces plantes possède des effets comparables à ceux des médicaments. Chacune d'entre elles a été étudiée, et chacune d'entre elles a été systématiquement ignorée par l'industrie, car on ne peut pas breveter ce qu'une île consomme depuis 400 ans. Ce n'est pas une question de génétique. Nous le savons, car les Okinawais qui ont émigré au Brésil ou à Hawaï ont perdu cet avantage de longévité en une seule génération. Même gènes, alimentation différente, vie plus courte. Il s'agit de 5 plantes, accessibles, naturelles et occultées, car il n'y a aucun profit à vous dire la vérité. Bienvenue dans le trésor perdu de la nature. Commençons par la base. La racine qui fournissait autrefois près de 70% des calories consommées par les centenaires d'Okinawa, le benyo, la patate douce violette d'Okinawa. Au XVIIe siècle, les typhons ravageaient régulièrement les récoltes d'Okinawa. Les rizières étaient inondées. Les légumes étaient détruits. Mais cette racine violette, qui poussait profondément sous terre dans un sol volcanique, a survécu. C'est devenu une question de vie ou de mort. Et ce sol volcanique a concentré quelque chose d'extraordinaire. Les anthocyanes, ces mêmes pigments violets que l'on trouve dans les myrtilles, sont présentes en quantité surprenante. Des études menées à l'université de Kanazawa ont révélé que les anthocyanes de la variété Ayamurasaki d'Okinawa présentaient une activité antiradicalaire supérieure à celle de la peau du raisin, du chou rouge, des baies de sureau, du maïs violet et même de la vitamine C pure. Autrement dit, cette patate douce violette est un antioxydant plus puissant que la vitamine C. Le mécanisme est ingénieux. Ces composés ne se contentent pas de combattre directement les radicaux libres. Ils activent des enzymes médiées par NRF2 qui incitent l'organisme à développer son propre système de défense, la catalase et le glutathion, véritable armure cellulaire interne. Une étude publiée dans le Journal of Food Science and Nutrition a démontré que ces composés agissent également en régulant le métabolisme du glucose, en augmentant la sensibilité à l'insuline et en protégeant le pancréas, le foie, le cerveau et les muscles des dommages oxydatifs. La patate douce violette possède un index glycémique de seulement 44, contre 70 pour la pomme de terre blanche. Dans leur étude de 2005, Carnot et ses collègues ont constaté que les anthocyanes de la patate douce violette présentent une activité antioxydante supérieure à celle d'antioxydants de référence, tels que l'acide corbique, le tert-butyl 4-hydroxycyanine et l'acide gibérellique. Ces antioxydants, considérés comme la référence en laboratoire, sont surpassés par une racine violette. Pourtant, malgré sa place prépondérante dans l'alimentation de la population la plus longévive du monde, et malgré les recherches cliniques démontrant son effet protecteur contre le diabète, malgré l'inflammation et le déclin cognitif, la patate douce violette n'a jamais fait l'objet d'un déploiement pharmaceutique majeur. Pourquoi? Parce qu'une voie peu prometteuse et peu coûteuse
représente une impasse économique pour l'industrie pharmaceutique. La deuxième plante est une plante que vous avez probablement déjà vue considérée comme un remède traditionnel, le curcuma. Go Shinsato a vécu jusqu'à 104 ans. Lorsque les chercheurs de l'étude menée auprès de la centenaire d'Okinawa lui ont demandé ce qu'elle mangeait, le curcuma figurait sur sa liste. Non pas sous forme de pilule, mais comme aliment quotidien. La curcumine, son composé actif, est utilisé en médecine traditionnelle chinoise depuis plus de 2000 ans. Mais ce qui importe vraiment, c'est son effet sur le cerveau moderne. La curcumine se lie directement aux plaques amyloïdes bêta, les protéines caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Des études en laboratoire ont montré qu'elle empêche l'assemblage de ces plaques en espèces neurotoxiques responsables de la mort neuronale. Elle réduit également la phosphorylation de la protéine T2. Il neutralise les radicaux libres. Il réduit la neuroinflammation. Les données épidémiologiques sont frappantes. En Inde, où la curcumine est un aliment de base quotidien, notamment dans le curry, la prévalence de la maladie d'Alzheimer est nettement inférieure à celle des pays occidentaux. Des études menées auprès de personnes âgées consommant du curry montrent de meilleures performances aux tests cognitifs plus tard dans leur vie. Quant à son profil de sécurité, des essais cliniques menés sur des humains avec des doses allant jusqu'à 8000 mg par jour pendant 3 mois n'ont révélé aucune toxicité. La FDA considère le curcuma comme généralement reconnu comme sûr. À titre de comparaison, l'aducanumab, un médicament récemment approuvé pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, coûte des dizaines de milliers de dollars par an. Il élimine les plaques amyloïdes, mais ne présente aucun bénéfice clinique et s'accompagne d'effets secondaires graves. C'est là que la dissimulation devient flagrante. Plus de 1000 études sur la curcumine ont été publiées. Des avantages évidents chez les modèles animaux, des données démographiques convaincantes. Pourtant, les essais cliniques chez l'humain sont souvent voués à l'échec en raison de l'utilisation de formulations standards difficilement assimilables par l'organisme. Lorsque les chercheurs utilisent des formulations à biodisponibilité améliorée, expliquent Tera Orman et Kirken, les résultats sont différents. Amélioration de la mémoire, réduction des dépôts d'amyloïdes dans le cerveau et amélioration des scores aux tests cognitifs. L'industrie pharmaceutique pourrait financer des essais à grande échelle avec des formulations optimisées. Non! Un composé utilisé depuis 2000 ans ne peut générer les mêmes marges bénéficiaires qu'un médicament de synthèse breveté. On nous sert donc des excuses concernant la biodisponibilité et des études sous-financées, vouées à l'échec. Pendant ce temps, les centenaires d'Okinawa continuaient d'en consommer quotidiennement. Goya, le melon amer. Dan Buettner, chercheur spécialisé dans les zones bleues, le décrit comme le plat national et la pierre angulaire du régime alimentaire d'Okinawa. Les centenaires en consomment plusieurs fois par semaine, et ce n'est pas sans raison. Les composés actifs du karane de Goya, le polypeptide P MCI BP19, présentent une structure similaire à celle de l'insuline humaine. Ils ne se contentent pas de faire baisser la glycémie. Ils agissent comme une clé qui déverrouille les cellules, leur permettant d'absorber le glucose sanguin. Ils augmentent la sensibilité à l'insuline et activent les voies métaboliques dans les muscles. De nombreux essais cliniques démontrent leur efficacité. Une étude coréenne menée auprès de personnes prédiabétiques a mis en évidence une amélioration de la glycémie grâce à la suppression du glucagon. Une intervention en Tanzanie a montré une réduction de la glycémie à jeun élevé. Les études font état d'une réduction moyenne de 34 mmol DL de la glycémie postprandiale. Dan Buettner a résumé ces données de manière simple. Des études récentes ont révélé que le melon amer est un antidiabétique efficace, aussi puissant que les médicaments. À titre d'exemple, le marché mondial des médicaments contre le diabète représentait 88 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 234 milliards de dollars d'ici 2032. Plus de 530 millions de diabétiques dans le monde.
La metformine, bien que n'étant plus sous brevet et en déclin, figure encore dans 77% des prescriptions de diabète de type 2 dans le monde. L'industrie n'a aucun intérêt à prouver qu'un légume de jardin peut donner des résultats similaires. On se retrouve donc avec des études sous-dimensionnées, des méta-analyses non concluantes et le corps médical qui hausse les épaules, tandis que les habitants d'Okinawa continuent d'en consommer plusieurs fois par semaine avec un succès avéré à l'échelle de la population. Les études sur le melon amer montrent systématiquement des effets comparables à ceux des médicaments. Mais ces essais sont toujours de courte durée, 4 ou 12 semaines. Jamais d'études pluriannuelles qui permettraient d'obtenir des résultats définitifs. L'industrie pharmaceutique du diabète n'a aucun intérêt à financer un essai clinique de 5 ans sur un légume non brevetable. Aucun. La quatrième plante pousse là où votre regard ne peut la suivre. Dans les eaux peu profondes où les eaux de ruissellement volcanique riches en minéraux rencontrent la mer. Le mosuku, une algue brune. 99% du mot japonais provient d'Okinawa. Il contient l'un des composés marins les plus étudiés au monde, le fucoidan. Ce polysaccharide sulfaté a un effet remarquable sur l'intestin. Des études japonaises montrent que les personnes qui consomment régulièrement des algues développent une flore intestinale différente. Elles acquièrent des enzymes spécifiques issues de bactéries marines, ce qui leur permet de digérer et d'absorber ces composés plus efficacement que les personnes qui n'en consomment pas. Il s'agit d'un cercle vertueux. Les habitants d'Okinawa, grands consommateurs de mazuku, se sont adaptés pour digérer et absorber la fucoïdine plus efficacement que partout ailleurs. Une étude de 2018 a révélé que l'excrétion urinaire de fucoïdine, un marqueur d'absorption, était significativement plus élevée chez les résidents d'Okinawa que chez les Japonais vivant ailleurs. La fucoïdine atténue les effets néfastes des antibiotiques. Elle augmente le nombre de bactéries bénéfiques, comme les fausses bactéries imprimées. Il réduit les marqueurs de l'inflammation. Des études montrent des effets sur les lipides sanguins, le poids corporel et la régulation des enzymes métaboliques. Il présente même des propriétés antivirales et antitumorales, mises en évidence par la recherche clinique. La réaction de l'industrie pharmaceutique est le silence. Il n'existe actuellement que 2 essais cliniques actifs sur la fucoïdine enregistrés sur Clinical Trials. Gov, comparons cela aux milliards dépensés pour développer des immunomodulateurs et des anti-inflammatoires de synthèse. Le fucoïdon ne peut être breveté. Il fait partie de l'alimentation d'Okinawa depuis des siècles. De ce fait, il bénéficie de 2 essais cliniques, tandis que ses alternatives de synthèse en reçoivent des centaines. Le message est clair. Les composés naturels qui ne peuvent être brevetés ne sont pas financés. La 5e plante porte un nom qui signifie « feuille de demain », car si l'on cueille une feuille aujourd'hui, une nouvelle pousse demain. Ashitaba. En 2019, des chercheurs de l'Université de technologie de Graz ont réalisé une découverte majeure. Ils ont testé 180 composés pour leur capacité à activer l'autophagie, le processus d'auto-nettoyage cellulaire. Ce processus élimine les protéines endommagées, les mitochondries dysfonctionnelles et les débris cellulaires responsables du vieillissement. Un composé s'est particulièrement distingué, le diméthicilline primaire, 44, ou DMC, présent dans l'Ashitaba. Le DMC a induit l'autophagie dans les cellules humaines, les levures, les vers et les drosophiles. Il a prolongé la durée de vie de tous les organismes testés de manière significative. Ce mécanisme est indépendant de M et agit via une voie qui stimule l'auto-nettoyage cellulaire sans inhiber la synthèse protéique. L'autophagie diminue avec l'âge. Ce fait est incontestable et documenté chez de nombreuses espèces. Une autophagie réduite entraîne une accumulation de déchets cellulaires. Les mitochondries endommagées persistent. L'accumulation d'agrégats protéiques accélère le vieillissement et les maladies liées à l'âge. Le DMC extrait de l'Ashitaba inverse ce processus. Il incite les cellules
à éliminer les déchets. La restauration de l'autophagie est le saint graal de la recherche sur la longévité. Ashitaba semble produire exactement cet effet. Pourtant, aucun essai clinique de phase 3 n'a été mené sur le DMC pour évaluer son impact sur la longévité. Les recherches ont été publiées dans Nature Communications, l'une des revues les plus prestigieuses au monde, présentant des données mécanistiques claires et un allongement de la durée de vie chez de nombreuses espèces. Mais le développement de produits pharmaceutiques reste infructueux. Pourquoi? Parce que l'Ashitaba pousse à l'état sauvage. Parce que le DMC est naturel. Parce qu'on ne peut pas obtenir de licence exclusive sur une plante. 5 plantes, une île, la population la plus longévive de la planète. Chaque plante a été étudiée. Chacune présente des effets comparables à ceux des médicaments. Régulation du diabète, prévention de la maladie d'Alzheimer, purification cellulaire, santé intestinale, action anti-inflammatoire. Et pourtant, chacune a été systématiquement sous-financée parce que la solution se trouve dans la terre, pas en laboratoire. Les centenaires d'Okinawa n'avaient pas besoin de l'autorisation des laboratoires pharmaceutiques pour consommer ces plantes. Ils n'ont pas attendu les essais cliniques de phase 3, ni l'approbation de la FDA. Ils se nourrissaient de ce que le sol volcanique et l'océan environnant leur offraient. Et ils ont vécu jusqu'à 100 ans à un taux 5 fois supérieur à celui du reste du monde industrialisé. Ce savoir n'est pas perdu. Il est occulté. Mais vous n'avez pas besoin de l'approbation de l'industrie pharmaceutique pour le récupérer. Vous n'avez pas besoin de leur sol volcanique. Vous avez besoin de leurs plantes. L'Ashitaba pousse à partir de graines dans les climats tempérés, où est disponible sous forme de graines. Un complément alimentaire. Les patates douces violettes sont disponibles dans les épiceries fines. Recherchez la variété Beni Emo. Le curcuma est omniprésent. N'oubliez pas de l'associer au poivre noir pour une biodisponibilité 2000% supérieure. Le melon amer et le mizuku vous attendent dans les marchés asiatiques et les épiceries fines. Les centenaires d'Okinawa n'ont pas attendu d'autorisation pour être en bonne santé. Ils n'ont pas attendu un essai clinique pour savoir quoi manger. Ils ont fait confiance à ce que l'île leur offrait. Et la preuve de leur sagesse, c'est le siècle de vie dont ils ont joui, tandis que le reste du monde attendait une pilule. La longévité n'est pas un luxe réservé aux milliardaires. Ce n'est pas une découverte pharmaceutique révolutionnaire en attente de brevet. Elle pousse dans le jardin. Elle se trouve dans la mer. Elle est accessible depuis 400 ans. Vous avez besoin de ces ressources. Et vous devez comprendre pourquoi l'industrie pharmaceutique veut vous faire oublier leur existence. Si vous souhaitez découvrir davantage de connaissances perdues que le monde moderne a occultées, abonnez-vous à Nature's Lost Vault. Nous constituons la bibliothèque qu'ils ne veulent pas que vous consultiez.